Je suis sûr qu'à l'issue de ma rétrospective, vous aurez tous une furieuse envie de retourner sur Switch et de poncer les quelques jeux qui vous sont passés sous le nez. Et là, je vous arrête tout de suite. Quitte à revivre l'enfer de l'eShop, autant le faire en dépensant un peu moins d'argent. Sur Instant Gaming, vous retrouverez quelques jeux Nintendo à prix réduit ainsi que des cartes cadeaux pour moins cher que leur valeur affichée. Si décidément Nintendo, ce n'est toujours pas votre truc, sur Instant Gaming, vous retrouverez évidemment toute une gamme de jeux vidéo divers et variés, des vieux et des moins vieux à prix record, genre GTA V, au cas où, à 10,20€, Monster Hunter Wilds à 41€, ou même des jeux qui brisent la frontière entre le neuf et le vieux, avec Oblivion Remastered à 44€. Et si vraiment rien ne vous tente, n'oubliez pas que comme d'habitude, il y a un tirage au sort pour chaque mois. Cliquez sur le lien en description, suivez Instant Gaming sur les différents réseaux sociaux et croisez les doigts pour espérer remporter un jeu. Dans tous les cas, c'est en description que ça se passe. Bonne chance et bonne vidéo. La Nintendo Switch arrive à sa toute fin de vie avec sa Switch 2 dans les starting blocks, prête à ravager tout sur son passage à grands coups de Mario Kart World et de 4K DLSS 60 FPS HDR. Ou pas. 90€ en physique le Mario Kart, hein. Perso, je ne m'en remets toujours pas. Et je me suis dit, vas-y, l'occasion elle est trop belle pour faire une rétrospective de la console, de son annonce, voire même un petit peu avant, jusqu'à aujourd'hui. Et quand bien même on sait aussi que la console va vivre encore quelques années. Déjà via la rétrocompatibilité, mais aussi et surtout parce qu'avant le direct de la Switch 2, on a eu un direct consacré au jeu de la Switch 1 à venir jusqu'en 2026. Donc toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. L'occasion de revenir sur les jeux vidéo, sur les coups d'annonce et la vie, mine de rien, tumultueuse de la console la plus populaire de Nintendo, avec bonus, beaucoup de documentation. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de détails sur le parcours d'une console, notamment grâce au direct très régulier. Qui dit rétrospective dit aussi et surtout ressenti personnel. Cette vidéo, c'est l'occasion pour moi aussi de faire un beau bilan de ces... Oh mince, 8 dernières années. Oh mon dieu. Les jeux que je retiens le plus, qu'ont rythmé mes sessions Switch, et les moments de ventre mou. Ces moments pendant lesquels je ressens de la frustration de ne jouer qu'à des trucs que j'ai déjà fait, ou tout simplement quand s'enchaînent les projets trop petits, ou bien meilleurs ailleurs. Installez-vous bien, prenez votre snack préféré, votre sushi, votre meilleur junk food, ou je sais pas quoi. Retour dans le passé. Afin de mieux cerner la réussite de la Switch, je suis obligé de faire un petit détour par la Wii U. L'échec de la Wii U. 13,5 millions de consoles vendues en 5 ans, c'est un échec cuisant. We would like to play. Après un succès insolent de la Wii, le chemin de la réussite semblait pourtant tout tracé pour Nintendo. Les casual gamers étaient prêts à devenir des gamers avec un gain de puissance, un passage à la haute définition et encore une nouvelle manière de jouer dans la continuité. Seulement voilà, les jeux manquent clairement à l'appel. Malgré un soutien de quelques tiers, Nintendo tarde à dégainer des trucs intéressants. Il n'y a pas de Mario 3D au début, pas de Mario Kart, vaguement un New Super Mario Bros. U. Encore un New Super Mario Bros. Nintendo Land, c'est LE jeu du lancement de la Wii U, qui est bourré de qualité, je dis pas, mais il pourra malheureusement rien faire pour sauver Nintendo d'un lancement terriblement timide. Faudra attendre 2013 pour voir Mario 3D World et 2014 pour Smash et Mario Kart, soit 2 ans après la sortie de la console pour enfin pouvoir avoir de quoi se mettre sous la dent en termes de jeux Nintendo. Niveau communication, soyons honnêtes, c'était vraiment pas ça. La cible de la Wii U, c'était les joueurs, on va dire, plus réguliers, en supposant avoir converti les joueurs occasionnels de la Wii. Sauf que ces fameux joueurs réguliers n'étaient plus vraiment acquis à la cause de Nintendo depuis un bon moment, ayant quitté le navire pour la concurrence. Fallait les draguer, avec des jeux qui n'existaient pas. Quand les occasionnels, eux... ils sont restés occasionnels, et la dénomination de cette Wii U n'a jamais vraiment aidé non plus. Pour beaucoup de personnes, c'était une Wii en HD, avec une tablette en accessoire. Incompréhension totale de la part de toute une frange de la population. La Wii U, elle était destinée à échouer,
Pourtant, c'est bel et bien elle qui a solidifié les bases de la Switch. Je dis bien solidifié, parce que techniquement, c'est la GameCube qui est à l'origine de la Switch. C'est la connectivité Game Boy Advance GameCube qui a inspiré Nintendo pour créer cette console atypique permettant de jouer autant sur un écran de salon que posé dans le canapé pendant que la télé est visionnée par quelqu'un d'autre pour autre chose. C'est d'ailleurs, petite anecdote, pour cette raison que la mablette embarque le matos d'une télécommande universelle pour changer le canal vidéo à la volée. Remarquez le mot Switch en premier mot du spot de présentation. Non, je vous calme tout de suite sur le foreshadowing, ça m'a juste fait sourire. L'idée de la console qui se joue tout le temps n'est donc pas si neuve que ça en réalité, et c'est une idée qui n'attend que de mûrir. Mais la Wii U n'est pas seulement qu'un prototype pour la Switch, c'est aussi au fil du temps la consolidation d'une manière bien particulière de communiquer. Avec la claque de l'échec de la Wii U et les revers successifs des présentations foirées à l'E3, depuis l'ère de la Wii pour être honnête, Nintendo décide dès 2011 de lancer un format plus concentré et maîtrisé, les Nintendo Direct. Bon, c'est un peu dur à regarder aujourd'hui, j'en conviens, d'autant plus que la majorité des jeux et services présentés pour la Wii et la 3DS sont morts depuis, mais les bases, elles sont là. Le format va prendre petit à petit jusqu'à ce que Nintendo abandonne complètement les conférences E3 au profit de Nintendo Direct plus réguliers. Tenez, en parlant de la 3DS, faut pas l'oublier celle-là non plus, parce que elle aussi, elle est responsable de la naissance de la Nintendo Switch. Pas un échec, mais pas une réussite non plus. La 3DS a toujours eu du mal à se positionner pour les joueurs par rapport à la DS. Trop cher au lancement, pas assez de jeux, technologie qui ne fonctionne pas chez tout le monde et surtout, marché de consoles portables qui a tendance à disparaître. La 3DS s'en sortira honorablement, mais sans éclat. Alors même que Nintendo a un quasi-monopole sur le secteur des consoles portables. Sony ayant très vite abandonné sa Vita en cours de route, les smartphones se positionnent pour les consoliers comme les successeurs naturels des consoles portables. L'histoire leur donnera tort. Les smartphones, c'est au fond un environnement très différent. Mais à l'époque, on pensait vraiment le marché des consoles portables condamné. Petit retour sur la Wii U, la console mal aimée par le public verra naître malgré tout quelques jeux qui deviendront des incontournables de la Switch, pilier de la réussite de la console. Rebrand au format hybride. Mario Kart, bien sûr, Zelda Breath of the Wild qui temporise sa sortie Wii U pour débarquer en cross-génération, mais aussi Splatoon, la nouvelle licence qui va très vite gagner en popularité. Et c'est donc dans ce contexte que va être annoncé dès 2015 le projet NX. Un projet dans lequel Nintendo pose carte sur table. Déjà, il faut utiliser impérativement ce concept de jeu vidéo partout, il faut communiquer différemment et surtout arrêter de scinder son public en deux avec d'un côté le salon et de l'autre le portable. C'est donc le 12 janvier 2017 qu'un Nintendo Direct présentant la toute nouvelle console de Nintendo arrive avec son nom définitif, la Nintendo Switch. Je me souviens bien de ce trailer. On était en octobre 2016 et Nintendo balance un trailer de 3 minutes. C'était un peu fou comme proposition, Une console hybride, jouable dans le salon, mais à emporter partout. La promesse, jouez comme vous le souhaitez et où vous le voulez. Décrocher les Joy-Con et utiliser-les comme manette d'appoint, scinder en deux l'écran posé sur une table, dans le train, dans l'avion, ou tout simplement toujours solidariser sur l'écran pour jouer à votre Switch comme sur une très grosse Game Boy Advance. Connectez-la à son dock et profitez alors du confort de votre salon avec manette pro, si vous voulez, vendue séparément bien évidemment. Le ton du trailer est alors, contrairement à ce qu'avait fait Nintendo jusqu'alors, résolument moderne. Il n'est plus familial, mais convivial. Le public n'est plus tout jeune, mais jeune. Point. Vous avez une vie remplie, des déplacements, des moments sociaux. Prenez votre Switch. Elle peut vous accompagner où que vous soyez. Le jeu s'invite partout, tout le temps. Puis dans la foulée de ce premier trailer, on a en janvier 2017 une présentation plus approfondie de la console et de quelques-uns de ses jeux. On y découvre One to Switch. Bon,
Faut bien avouer que le coup de la démo payante, Nintendo nous le faisait dès la première Switch, faut dire. Hein. Puis ARMS, une toute nouvelle licence, jeu de bagarre, qui malheureusement n'aura jamais réussi à trouver le public qu'elle cherchait. ARMS avait l'aura d'un jeu familial et pourtant les prétentions d'un jeu compétitif, soit tout l'inverse d'un Super Smash Bros. Splatoon 2 lui va carrément casser la baraque, ok, pourquoi pas. On voit un peu plus en profondeur le Mario 3D entreaperçu dans le trailer d'octobre 2016 et qui d'ailleurs va trouver un nom, Super Mario Odyssey, avec une date de sortie calée à la fin de l'année 2017. La surprise, c'est Xenoblade Chronicles 2 qui est annoncé. Après un premier épisode sur Wii et un spin-off coincé sur Wii U, on a une suite à ce jeu mythique sans date de sortie. Du Fire Emblem Warriors, on a un teaser pour Shin Megami Tensei 5, oui c'est annoncé depuis 2017, de l'Octopath Traveler en guise de toute nouvelle licence maison pour Square Enix, et allez, officialisation de Skyrim sur Switch, parce que lui c'est rigolo, parce que figurez-vous qu'on l'avait reconnu sur le trailer de la Switch au tout début, quand la console a été annoncée, mais que Bethesda entre-temps s'était refusé à communiquer dessus, laissant sous-entendre que Nintendo l'avait placé là, sans même qu'aucun projet de portage n'eût été prévu. On a un line-up et un prix. 299 € prix conseillé, et autant vous dire qu'en 2017, on a bien mangé. Très bien mangé. Rétrospectivement, c'est peut-être bien un des meilleurs line-up de consoles Nintendo. De consoles de jeux vidéo tout court, j'oserais dire. Hein. Lancement en fanfare avec Zelda Breath of the Wild, le jeu qui va tout changer pour une licence qui plus jamais n'aura la même envergure pour Nintendo. Les Zelda se sont toujours très bien vendus, mais rarement au point de faire vendre autant de consoles. Breath of the Wild, quand bien même il sera disponible sur Wii U, c'est un facteur décisif d'achat d'une Switch à ce moment-là. J'ai même pas parlé de l'éléphant dans la pièce, mais Mario Kart 8 Deluxe quoi, qui avait plutôt bien fonctionné sur Wii U avec un taux de possession de jeux supérieur à 50% du parc de la console. Mais là, pareil, hein, on atteint sur Switch des proportions jamais vues pour la série depuis Mario Kart Wii. Mario Kart 8 Deluxe deviendra ainsi, en fin de carrière, le jeu le plus vendu de la licence, 4e jeu le plus vendu de tous les temps, 75 millions d'exemplaires vendus, un possesseur de Switch sur 2. En même temps, la promesse de pouvoir jouer à Mario Kart dans son salon ou n'importe où ailleurs, connecté en ligne ou en réseau local avec plusieurs Switch, il y a des airs de Mario Kart Ultime que même Nintendo n'avait pas vu venir en ne portant que une version complète de tous ces DLC du Mario Kart 8 original, à quelques ajustements de gameplay près. Mario Kart 8 Deluxe, qui sera d'ailleurs celui qui initie cette vague de portage de jeux qui n'auraient pas trouvé leur public sur Wii U. La même année, on a eu Pokken Tournament DX, le jeu de combat Pokémon avec vaguement le gameplay de Tekken, qui lui aussi était sur Wii U. Voilà, on commence gentiment, hein. La Wii U était assez confidentielle, c'est un mouvement qui a du sens pour nourrir la console sans trop s'embêter en début de vie. Même si 2017 reste largement une année avec plus de nouveautés que de portages, c'est déjà ça. Mario Odyssey débarque cette même année, plus proche des fêtes de fin d'année. Je sais que l'épisode divise pas mal à cause de son angle plus casu, bourré de lunes à récolter à tous les coins de niveau, mais personnellement j'ai adoré. Son ambiance, ses visuels uniques et son retour à un gameplay Mario beaucoup plus proche de Mario 64 et Sunshine, avec des niveaux beaucoup plus ouverts. Xenoblade Chronicles 2, je vous en ai parlé, mais il allait sortir dans l'année lui aussi, accompagné cependant de quelques doutes. Je reviendrai pas sur la mécanique gacha pour récupérer des lames que je n'aime pas, pour parler peut-être un petit peu plus de la technique. La Switch a un train de retard par rapport à la concurrence en termes de puissance. C'est un fait, depuis sa sortie, c'est évident. On est sur une Wii U, on va dire, sous coque. Mais là, malgré la magie vaudou de Monolith Soft pour créer un jeu de cette ampleur sur Switch, ça se fait au prix de sacrés sacrifices techniques. On a de belles bouillies de pixels à l'écran avec un jeu qui peine à dépasser la SD en portable et une définition hésitante, on va dire, quand le jeu est docké. C'est dommage parce que Xeno 2, alors qu'on est seulement sur l'année 1 de la Switch, je ressens déjà une petite frustration d'avoir un hardware aussi étroit. J'ai cela dit passé beaucoup trop de temps pour mon propre bien sur Splatoon 2, qu'on pourrait mettre dans la case des portages de la version Wii U, mais il y a tellement de trucs mieux sur ce jeu, tellement d'armes en plus, de modes de jeu que non, c'est vraiment un titre à part entière qui tire à merveille son épingle du jeu sur Switch, en plus de développer un micro-phénomène culturel chez les geeks à grands coups d'événements et de concerts un petit peu partout. Petit point sur les fonctionnalités online de la console avant de continuer au tout début.
Il n'y avait pas d'abonnement. Jouer en ligne, c'était gratuit sur Switch. L'arrivée de fonctionnalités réseau sur Switch, ça s'est fait par petites touches avec un service qui aura pris son temps pour venir. 2017, c'est donc un état de grâce pour les joueurs de Nintendo, vu que tout était gratuit. Mais ça va pas vraiment durer, on est prévenu d'avance. Tant que je parle de online, autant citer l'état de l'eShop à ses débuts. C'était un shop assez épuré qui mettait plutôt bien en avant les jeux de la console. On voyait directement de quoi on parle, on voyait les jeux, quelques images par-ci par-là, et tout est encore à faire dessus. Et ce qui est cool, c'est que le faible nombre de titres présentés à la sortie va permettre à la scène indépendante de vraiment s'approprier l'espace de la Switch avec une visibilité plutôt cool, qu'ils n'ont jamais et qu'ils n'auront plus jamais. Faudra pas s'habituer à ça. Plus on aura de jeux et plus cette lisibilité entre très gros guillemets des débuts va devenir terriblement problématique. J'ai pas cité tous les jeux, j'ai pas cité la surprise Mario plus les lapins crétins. Cela dit, tout le monde était servi à ce moment-là. La Switch avait un line-up des enfers et 2018 sentait franchement très bon. On avait même eu à l'E3 2017 un teaser de Metroid Prime 4. Et Bayonetta 3, ouais, aussi, ça nous rajeunit pas tout ça. Avant de continuer, je me permets de temporiser mes propres ardeurs sur la Switch, déjà parce que 2017 était une année assez folle du jeu vidéo de manière générale. Il n'y avait pas que Nintendo à proposer des dingueries à ce moment-là. 2017, c'est aussi, pour remettre en perspective, Nier Automata, Hollow Knight, Cuphead, Persona 5, Yakuza 0, PUBG, Dark Souls 3, Dragon Quest 11... Et je mets aussi complètement de côté un truc assez fou. Toute cette année-là, la 3DS, elle a continué à vivre en parallèle de la Switch. Genre en septembre 2017, on a eu le remake de Metroid 2 sur 3DS. Je me souviens avoir été dans l'incompréhension totale de le voir débarquer sur cette console, mais Nintendo n'a pas lâché l'affaire. La moitié des Nintendo Direct vont être consacrés sur cette année-là à des jeux de fin de vie de la 3DS. Alors qu'on clôt un Nintendo Direct de mars 2018, ma foi, plutôt fourni en annonces, j'avoue essentiellement composé de tiers qui veulent bombarder de jeux de la génération PS3 360 comme si ça devenait tout à coup vital. On a eu un avis beau solaire d'Astoria sur la période, non mais comprenez, c'était important. Alors même que tout le monde s'attend à un énième truc sur Splatoon, qui décidément aura eu pas mal d'espace de communication sur toute l'année écoulée, avec notamment l'annonce d'un DLC, avec plein de défis solo, l'Octo-extension. Nintendo balance ce trailer mythique de l'annonce de Super Smash Bros. C'est simple, c'est propre, ça prend par surprise là où il faut, quand il faut, mais surtout ça permet à la Switch d'embrayer la seconde. À partir de ce moment, les segments dédiés à la 3DS vont progressivement être remplacés par des annonces de personnages dans le prochain Super Smash Bros. Comme Nintendo sait si bien le faire. On va commencer par les personnages présents le jour de la sortie, les petits nouveaux à arriver, puis progressivement ceux qui apparaîtront plus tard en DLC. Smash is looking cool, eh, Joker? Super Smash Bros Ultimate sort en décembre de la même année et jusqu'en 2021, tout internet sera en feu dès qu'il croit voir une salopette violette derrière la chaise gaming de Masahiro Sakurai.
2018, ce sera l'année du lancement de Super Smash Bros. Mais avant lui, on a eu le droit quand même à un joli déballage de très belles choses. Octopath Traveler est sorti cette même année, et c'était une exclusivité Nintendo Switch à l'époque. Pendant un certain temps, même, on l'avait vu un petit peu avant le trailer de Smash en 2017, mais Mario Tennis Aces aussi aura, mine de rien, été un des temps forts de 2018. Un jeu sur lequel j'aurais passé beaucoup trop de temps, avec une belle promesse compétitive en multi qui, malheureusement, n'aura jamais été au bout des choses. Ce sera, à bien y réfléchir, une des constantes des jeux de sport de Nintendo. Cool, c'est vrai, mais avec un mode en ligne, pour être poli, archaïque, du contenu qui peine à venir, un équilibrage pas toujours très heureux, et un abandon de poste assez flagrant dès que le soufflet sera retombé. Ah bah, au moins, les jeux sont toujours jouables. Mais j'aurais aimé plus de sérieux sur ce Mario Tennis Aces. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait de plutôt jolies promesses pour l'avenir des jeux multi vaguement compétitifs de Nintendo. Surtout qu'on avait un exemple concret de ARMS qui payait pas de mine et qui avait un suivi pourtant autrement plus important pour un jeu auquel personne ne semblait vraiment y croire du côté du public. Bon, cet espoir aura été visiblement largement balayé à la sortie de Mario Strikers. On n'y est pas encore dans notre rétrospective, mais... Waouh! Quel dommage. Kirby Star Allies, c'est un jeu de 2018. Lui aussi, c'est du Kirby, un peu facile, rapide à finir, jamais moche, toujours plutôt sympa. Tout le monde aime bien Kirby, c'est difficile de ne pas aimer Kirby. L'Octo-expansion de Splatoon est sortie, on a aussi eu l'extension de Torna à Xenoblade Chronicles 2, de très très bonne facture d'ailleurs, qui m'a réconcilié avec le gameplay du jeu, parce qu'il n'y avait pas de gacha. On a aussi eu l'extension de Breath of the Wild. Ça faisait bizarre d'avoir des DLC pour un Zelda. D'ailleurs, ce sera la seule fois qu'il y aura un DLC pour Zelda. On a eu un remake de la première génération de Pokémon, avec les Let's Go Pikachu et Evoli. Encore un remake de la première génération, qui reprennent un gameplay de capture hérité du phénomène de 2016. Souvenez-vous, Pokémon Go. Joël est en chasse. C'était sympa, Pokémon Go. Sympa sans plus, Je me souviens qu'on était plutôt dubitatif quant à l'existence de ce jeu. Et ce qui est terrible, c'est qu'après coup, c'est peut-être le plus beau jeu Pokémon qu'on ait jamais eu. Ce qui me met très en colère. Si on met de côté la sortie de Smash Bros en fin d'année 2018, en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la grosse sortie de l'année, qu'elle est divisée autant et qu'elle allait être complètement oubliée en si peu de temps, et bah c'est Nintendo Labo. Mais si, enfin, souvenez-vous, Nintendo et les cartons. Une super idée, c'est très astucieux, qui allie, on va dire, par principe les Lego et du jeu vidéo, avec plein de petites expériences liées à la portabilité de la console. On peut construire son armure en mecha en carton, utiliser la Switch pour faire un écran de VR en carton, réemployer la technologie des Joy-Con différemment pour briser la frontière entre le réel et le jeu. En carton, non franchement, sur le papier, enfin sur le carton, c'était cool. Juste, c'était du carton quoi, c'est pas très noble le carton. C'était encombrant en plus, Personnellement, mes bidules en carton n'ont pas apprécié les différents déménagements que j'ai pu faire. Et je me retrouve avec le logiciel dans ma collection, sans les accessoires fournis pour les faire fonctionner, ce qui est un peu bête. C'est décevant, mais c'était totalement prévisible en réalité. Et vous voyez, en parallèle des nouveaux jeux qui tatanent, ou des expériences originales façon Nintendo Labo, on a eu le droit à encore plus de portages de jeux Wii U. Ayant eu une Wii U à l'époque, je vous avoue que j'ai commencé très régulièrement à partir de là à souffler fort du nez. Captain Toad Treasure Tracker qui revient. Je critique pas, c'est un très bon jeu, mais c'est un jeu Wii U quoi. Bon, il y avait un DLC lié à Mario Odyssey, puis un autre DLC un peu plus exclusif, mais ça reste de base un jeu Wii U. On a aussi eu Donkey Kong Tropical Freeze, Hyrule Warrior Definitive Edition et Bayonetta 2, avec le 1, parce que pourquoi pas, histoire de commencer en tout cas à communiquer autour du 3e épisode qui devrait arriver. Il a été teasé, donc un jour, si Dieu veut. Il arrivera pas. Pas tout de suite, trop tôt Nintendo, mais c'est bien. On continue, Je sais que j'ai l'air d'être un peu chafouin au sujet des portages. Cela dit, c'était une bonne stratégie pour tous les nouveaux joueurs qui arrivaient. J'ai les chiffres sous les yeux là, en fait, c'est officiel, ils n'avaient pas de Wii U, ces gens-là. La grosse sortie, qui payait pas de mine, qui a été un peu oubliée, c'est Super Mario Party. Retour de la licence, pourtant dans les bonnes grâces du très grand public. C'est le jeu qui se retrouve systématiquement dans les top charts des ventes mondiaux. Alors, personnellement, je ne me l'explique pas trop. Je trouve que
c'est le Mario Party le plus aléatoire de la licence. Je l'aime mais tellement pas, et pas la peine de tourner autour du pot, Super Smash Bros 2018, c'est lui qui prend toute la lumière. Un jeu qui fait revenir tout le monde, tous les personnages disparus des précédents jeux, pour un roster de bonhommes absolument terrifiant. Jamais personne n'aura assez de toute une vie pour maîtriser tout ce qu'il y a. On assume les doublons avec les échos, on assume le compétitif avec les terrains en mode destination finale pour tous les terrains, on laisse tout le monde régler ses parties comme bon lui semble, on transforme la Switch en lecteur MP3 pour écouter toutes les musiques, et on offre un mode solo gargantuesque bourré de références. Un excellent Smash Bros, best-of de tout ce qu'il s'est fait jusque-là dans l'histoire de la licence, dont l'axe compétitif débridé permis par Nintendo et poussé par la communauté, m'a quelque peu détourné du soft sur la durée. Encore une fois, c'est tout à fait personnel, je trouve ça juste dommage que jouer à Smash comme si on jouait à un party game, ça soit à ce point délaissé par le joueur lambda qui, je suis désolé d'être franc sur celle-là, n'atteindra jamais le niveau d'un Gluttony ou d'une crêpe salée. Faut savoir rester humble, les gars. Enfin, 2018, on s'en rappelle peut-être pas, mais c'est la fin de la gratuité des services multijoueurs de Nintendo. Ça y est, c'est fini la fête. L'abonnement au Nintendo Switch Online arrive. On a le jeu en multi-online, les sauvegardes dans le cloud qui s'alignent sur les pratiques de la concurrence avec un abonnement mensuel. Et pour faire passer la pilule, on inaugure le catalogue de jeux rétro avec quelques jeux NES. C'est inclus dans l'abonnement, ça permet de jouer à des jeux multijoueurs, en ligne s'il vous plaît, avec des copains, avec différentes options de confort, visuel ou pas. Le catalogue est plutôt rachitique au début, surtout en comparaison de l'offre pléthorique de la Virtual Console de la Wii, mais ça a le mérite d'exister et ça se développera dans le futur, alors bon, on prend. Ce qui va se développer dans le futur aussi, c'est le Joy-Con Drift, oui, dès 2018. Et lui, il va pas nous lâcher de toute la durée de vie de la console. Heureusement que Nintendo s'est fait taper sur les doigts par plein d'associations de consommateurs dans le monde. Au moins la réparation et le remplacement des Joy-Con sont tous les deux pris en charge par Big N. Mais au début, c'était pas le cas, hein. Nintendo a bataillé sec pour reconnaître la faible qualité des sticks des Joy-Con, qui avaient tendance à partir en vrille avec le temps. La faute à plein de trucs en fait, hein. De la poussière, un jeu trop important à force de l'utiliser. Des fois même, les Joy-Con, ils driftaient pour le plaisir de drifter. Quelle époque! L'année 2019 allait confirmer que la Switch était plus ou moins inarrêtable en fait, hein. Ça a bourré les jeux comme jamais. Oh, et quels jeux sont sortis en 2019. Bon, peut-être pas des jeux qui feront consensus, c'est vrai, pas des trucs qui vont mettre tout le monde d'accord, mais des jeux pour tous les goûts. On est sur une période où la console doit affiner ses offres et donc multiplier les genres. On a cela dit peut-être pas commencé l'année du bon pied, en tout cas, pour moi c'était pas le cas. New Super Mario Bros. U, dès janvier, bon, je suppose que c'est bien. Je suppose que c'est déjà ça, on va dire, hein, mais... Oh, vraiment, je peux pas faire semblant, je suis désolé. Hein. C'était déjà poussif à la sortie du jeu sur Wii U en 2012. 7 ans plus tard, c'est pas beaucoup mieux. Hein. La licence New Super Mario Bros, c'est à mon sens très très vite essoufflé. Et ce jeu représente un petit peu ce Nintendo en vitesse de croisière qui fait des trucs en mode automatique. Technique efficace, ok. Dans les faits, redondant comme pas possible. Puis surtout... encore un jeu Wii U. À ce moment, ça y est, j'en peux déjà plus. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mon enfer personnel aura été en février 2019 l'annonce de Mario Maker 2. Non mais, Mario Maker, c'est bien, hein. Moi j'ai rien à dire hein, sur l'outil proposé qui franchement offre quelque chose d'assez unique aux fans de Mario. Faire leur propre niveau, ce qui manquait au New Super Mario Bros en réalité. Cela dit en passant, le véritable champ du cygne de la licence. Durée de vie infinie et nécessité de faire confiance au génie de la communauté. Voilà, le beau discours mis de côté. Ce qui reste, c'est que j'aime pas les Kaizo Mario. Je trouve ça pas drôle, je trouve ça fainéant, et ça part seulement du principe qu'on souhaite être vu plus qu'être joué. C'est la recherche et le développement d'un game et d'un level design idéal pour être streamé et alimenter du contenu sur internet qui paradoxalement ne me parle pas. Mais je comprends que ça plaise, hein, et surtout les griefs que j'ai contre lui sont plutôt tournés sur une manière de concevoir des niveaux de Super Mario, pas sur le jeu en lui-même. Je vous l'ai dit, l'important c'est que 2019 c'est une année qui spécialise les offres de jeux.
que je ne m'y retrouve pas n'enlève en rien au fait que, objectivement, on est sur une proposition plutôt forte. Et dans l'avalanche de jeux de l'année 2019 sur Switch, je m'y suis plutôt bien retrouvé, avec des trucs dans lesquels je me sentais un peu plus concerné, on va dire, genre la surprise Cadence of Hyrule, le crossover improbable entre Legend of Zelda et Crypt of the Necrodancer, une proposition solide, et quand même plus accessible que le jeu indé de base, on va pas se mentir. On a eu Yoshi Crafted World, aussi, qui à bien des égards ressemblait, faut se l'avouer, à Woolly World, qui était sorti sur Wii U, toquant la laine pour du carton, un jeu tout mignon, destiné aux plus jeunes, mais qui m'a fait craquer. Écoutez, j'adore les jeux mignons comme ça. Luigi's Mansion 3 aussi. Et oui, c'était cette même année 2019. Je me suis même déplacé à Paris pour aller le tester avec Fieldrong. Je m'en souviens. Au rang des licences fortes de Nintendo, je dois vous avouer que ça m'a toujours surpris de voir Nintendo miser à ce point sur Luigi's Mansion. Et alors, pour l'occasion, avec ce jeu, c'était les petits plats dans les grands. Je trouve que Luigi's Mansion s'épanouit très bien en haute définition, après 2 épisodes dans des définitions un petit peu plus convenues. On n'aura pas fini d'entendre de Luigi's Mansion sur Switch, par ailleurs, et même sur Switch 2. Ah, et Fire Emblem Three Houses aussi. Ça aussi, c'était un moment fort qu'a permis à la licence de confirmer son rôle de propriété majeur. Un jeu plus ambitieux que jamais, long, terriblement long, mais qui lui aussi n'avait aucunement pour ambition d'être un jeu consensuel. Ah bah en termes d'annonces non consensuelles, à la fois risquées et pas du tout, je trouve qu'avec Tetris 99, on s'est retrouvé avec un sacré bébé. Surtout que c'est inclus dans le fameux abonnement Nintendo Switch Online. Faire de Tetris une expérience multijoueur Battle Royale dans laquelle 99 joueurs s'affrontent en même temps, c'était pas dans mon bingo 2019, et ça marche du tonnerre. Bon ça, j'en ai passé du temps là-dessus, sans jamais faire de top 1, parce que je suis mauvais. Tant qu'on est sur le Nintendo Switch Online, parce que ça compte aussi, cette année-là, on a eu le droit à l'arrivée de la SNES dans le catalogue de jeux rétro, toujours accessible à tous les abonnés. Avec un petit nombre de jeux parmi les plus populaires de la SNES, à ce moment-là, on a déjà quelques jeux supplémentaires NES qui ont été rajoutés, ça s'étoffe petit à petit, c'est vrai, mais toujours pas de quoi se taper le cul par terre. Évidemment, 2019, c'est aussi l'annonce mi-surprise, mi-gâchée d'un remake de Link's Awakening. Il y avait de fortes rumeurs à l'époque, avant son annonce, avec des leaks qui avaient déjà vendu la mèche, et je me souviens que lors de la révélation, ça a été une sacrée douche froide pour pas mal de gens, ce Link's Awakening. Oh, pas spécialement sur le principe d'en faire un remake, parce que, bon sang, l'original coincé sur Game Boy et Game Boy Color, voilà, fallait le vouloir pour se les trouver aujourd'hui, mais sur le plan de la direction artistique choisie par Nintendo, ça râlait un peu, genre en mode chibi, avec le tilt shift accentué pour faire croire à ces petites maquettes vivantes. Bon, passer l'effet de surprise désagréable, on va dire, je trouve que cette plastique lui va très bien, et je suis plutôt content qu'elle ait été adoptée par le Echoes of Wisdom beaucoup plus tard. On était là sur une période de communication de la Switch dans laquelle Zelda, c'était déjà devenu un phénomène majeur de Nintendo, et à chaque fois qu'on sortait un Zelda, c'était quelque chose de beaucoup plus fort que Mario. Et je me souviens aussi qu'on avait beaucoup de déclarations qui allaient dans le sens d'une annualisation de la série. Pas forcément un Zelda majeur par an, mais au moins un jeu, un portage, un remaster, un crossover. Ce qui nous aura donné à partir de là tout un arc de rumeurs autour de l'arrivée de Wind Waker HD et de Twilight Princess HD, qu'on n'aura jamais eu. Mais comprenez qu'avec les ressorties de jeux Wii U, ça paraissait comme une évidence pour tout le monde. Aujourd'hui encore, je serais bien incapable de vous dire pourquoi nous ne les avons jamais eu. Difficile de faire l'impasse dessus parce que c'est mine de rien un des gros succès de la Switch, mais Ring Fit Adventure, présenté de manière assez discrète, le jeu était parti pour se placer dans cette lignée des lubies de Nintendo en matière de santé, avec son accessoire aussi vite produit, aussi vite balancé dans les étals de la brocante du coin. Sauf que la réalité, elle était tout autre, parce que Ring Fit Adventure était loin de reprendre l'héritage de Wii Fit. Ring Fit Adventure, c'est non seulement un vrai jeu, et pas un logiciel, matinée d'exercices de renforcement musculaire plutôt pertinent. C'est une véritable réussite, assez inattendue, mais peut-être pas cette année, parce que sa réussite commerciale, on la doit à un événement en particulier qui va arriver l'année qui suit. Tenez, histoire de revenir sur le cas des rumeurs persistantes, la sortie de Link's Awakening, ça a aussi amorcé un autre type de discussion, celle d'un tout nouveau hardware de la Switch. C'est un petit peu comme les précédentes générations, on s'imaginait quelque chose de plus costaud pour faire tourner les jeux de manière fluide. Link's Awakening avait mine de rien beaucoup de mal par moment à tourner correctement avec beaucoup de chutes de FPS assez inattendues.
Et comme sur le moment, chez la concurrence, ça parlait beaucoup de modèles dits pro, évidemment qu'on était tous prêts, dès 2019, 2 ans après la sortie de la Switch, enfin 2 ans et demi après la sortie de la Switch, à troquer notre modèle de base contre une version pro. Parce que, ouais, en 2019, on se sent un petit peu serré sur cette console dont les limites arrivent bien trop régulièrement. Je me souviens qu'en 2019, on avait la révélation de Zelda Tears of the Kingdom, et on était tous là à se dire « Non, c'est pas possible, ça va pas tourner sur une Switch conventionnelle. » Bon, une Switch Pro, on n'en aura jamais. Cela dit, bien vu la commu, Nintendo va dégainer un nouvel hardware. La Switch se dote d'une version light, écran plus petit, Joy-Con non détachable et gameplay uniquement nomade pour un prix un petit peu plus abordable. Sa sortie va coïncider avec le retour d'une autre licence portable qui tabasse, la killer app de la Switch, Pokémon épée et bouclier. Enfin la 8G, enfin Pokémon avec des ambitions de salon, mais toujours jouable en nomade, parce que c'est important. Qualitativement, ça a été un petit peu la douche froide. C'est pas très beau dans les zones ouvertes, avec notamment ces fameux arbres Nintendo 64. Il y a eu des polémiques autour de la non-présence de tous les Pokémon dans les jeux, à la sortie comme à la fin de l'exploitation des jeux. Comprenez par là qu'il y a de plus en plus de Pokémon et qu'il est de facto de plus en plus compliqué de pouvoir tous les faire tenir sur une cartouche. Alors, blablabla habituel de langue de bois, on se concentre sur les animations et le système de jeu de capture en monde ouvert avec option raid en multijoueur. La réalité, c'est qu'on a eu un Pokémon en haute définition dont les assets sont beaucoup récupérés d'opus 3D précédents, moins bien animés que dans Pokémon Stadium par ailleurs, et qui régresse sur les tentatives d'évolution de la série en matière de progression de son scénario, avec le retour au badge notamment. Un épisode qui fait le taf, qu'à ces moments, surtout musicaux, merci Toby Fox, qui représente un point de rupture chez les fans, Game Freak est en galère. Mais ça va pas de maintenir un tel rythme, ce qui n'empêchera pas les jeux de tutoyer des scores de la première génération, mais pour en apprendre un petit peu plus, je vous invite à aller voir nos vidéos consacrées à la chute de Pokémon et même à celle de la 5G, parce que pourquoi pas. 2019, c'est surtout l'année de la diversification, mais remarquez que c'est aussi et surtout l'année où l'on retrouve l'essentiel des jeux qui feront la vie de la Switch jusqu'à aujourd'hui. Mario Kart, Smash, Zelda, Mario Odyssey, Mario Party, on pourrait presque s'arrêter là, presque, hein. Parce qu'il en manque un. Bien, à partir de ce moment, vous savez qu'il s'est passé quelque chose d'assez particulier. De 2020 à 2021, la Covid, tout ça. Oh, quelle époque. Pour le jeu vidéo, ce fut un événement heureux, avec augmentation des joueurs et des revenus liés au confinement successif. Mais alors pour Nintendo, qui ne changeait pas de génération de console à ce moment-là et avait seulement ses jeux et ses services à entretenir, ce fut un âge d'or. L'année avait pourtant débuté plutôt gentiment, on savait qu'on allait bien manger avec du Animal Crossing, du Paper Mario éventuellement, et quelques autres petites surprises en cours de route. On a eu dès janvier encore un portage Wii U avec Tokyo Mirage Session #FE, le crossover Fire Emblem et Shin Megami Tensei, un très bon JRPG qui prend des éléments des deux univers pour les mixer, mais pas vraiment, les faire à sa sauce en tout cas, sous fond d'histoire bien nippone, bien idol japonaise. C'est un peu niais, c'est vrai, mais c'est plutôt efficace, hein. Mais surtout encore un portage Wii U. Alors celui-là, je vous avoue qu'il est un petit peu niche, il n'y a pas grand monde qui l'avait acheté sur Wii U, mais ça reste un portage Wii U et je l'avais déjà à la base. Tout le monde n'avait pas une Wii U, tout le monde n'avait pas une Wii U, tout le monde n'avait pas une Wii U. Au tout début du mois de mars, on a aussi eu le surprenant remake de Pokémon Donjon Mystère, pas celui que tout le monde voulait, Explorateur du ciel, mais une très bonne mise en lumière d'une licence moins connue de Pokémon basée sur le gameplay des dungeons RPG inaugurés par Torneko tard l'époque.
Mais ce que tous les joueurs attendaient, c'était évidemment Animal Crossing New Horizon, un nouvel épisode de la série Animal Crossing qui petit à petit a su conquérir le cœur des joueurs à travers sa proposition de gestion de vie, rafraîchissante et pas prise de tête pour un rond. Dans ce jeu, vous êtes missionné par Tom Nook pour devenir l'architecte d'un nouveau village sur une île déserte. Du craft, des palmiers, du soleil, des activités saisonnières, bien sunset, bien évasion, bien les vacances, s'aérer l'esprit d'une vie monotone dans laquelle on est prisonnier. Le jeu va sortir le 20 mars 2020, 3 jours après le début du confinement de la planète entière à cause de la pandémie de coronavirus. Le timing, je suis pas complotiste, hein, mais c'est pas possible, c'est Nintendo qui a déclenché l'épidémie en fait, hein. Je vois pas d'autre explication, c'est n'importe quoi, tu peux pas prévoir un jeu qui tape pile poil ce qu'il faut au bon moment à ce point-là. Il va y avoir à partir de là une véritable ruée sur le jeu et la console qui va alors connaître un boost de vente monumental, sans parler d'Animal Crossing qui devient le jeu à avoir en cette période morose. Je parle pas trop des chiffres de vente jusque-là, parce que peut-être que vous les connaissez à peu près. La Switch, c'est une réussite globalement, hein, même avant le coronavirus, et à peu près tout ce que publie Nintendo sur cette console va rencontrer un plus grand succès que sur les générations précédentes. Mais Animal Crossing, c'est n'importe quoi. En juin 2020, soit à peine 3 mois après son lancement, on est sur un petit peu plus de 22 millions d'exemplaires vendus. C'est juste ahurissant. Et je pense que c'est important de bien souligner la dinguerie Animal Crossing, parce que c'est un peu ce jeu qui s'est accaparé toute la lumière. 2020, à part Animal Crossing... Ah, c'était pas fou sur console Nintendo. On a eu cette tentative de reproposer un hybride jeu vidéo et jouet avec Mario Kart Live Home Circuit. C'était technologiquement très impressionnant, c'était plutôt fun sur le papier. Mais dans le réel, tu te rends compte que la vraie vie c'est moins fun que Mario Kart. Faire ses circuits dans sa maison, c'est cool, mais ça implique d'arranger ton mobilier et d'avoir beaucoup de place. Surtout, jouer à deux à Mario Kart, bof, hein, et simuler les objets à se balancer avec une simple voiture téléguidée qui s'arrête de bouger, c'est pas le pinacle du fun. Je veux dire, pour être plus précis, mais l'ensemble du projet, aussi cool soit-il pour les techos, il sentait un petit peu le pâté par rapport à la dose de fun offerte habituellement par le moins bon des Mario Kart. Il y a eu 51 jeux indémodables qui, on va dire que pour la plupart des gamers est passé assez inaperçu, mais qui est franchement cool en réalité, parce que c'est 51 jeux indémodables, et c'est tout, quand tu sais qu'un Microsoft, juste pour citer que lui, ne peut pas sortir un jeu dit indémodable comme un solitaire sans l'accompagner de blindes de microtransactions, bah ça force le respect, parce que là c'est vraiment juste 51 jeux indémodables. Point. C'est sympa, pas hyper excitant, mais c'est sympa, arrangé avec ces jeux qu'on sort un soir de pluie entre potes. Pas drôle. On a encore eu un portage Wii U avec Pikmin 3 parce que définitivement il y avait beaucoup plus de jeux Wii U qu'on ne voulait bien l'admettre. Une Definitive Edition de Xenoblade Chronicles parce que quitte à taper dans la Wii U, autant aussi taper dans sa grande sœur. Blague mise à part, j'aime beaucoup cette version du jeu. Elle est plus jolie, plus jouable et elle rend accessible le jeu 1 d'une saga Xenoblade Chronicles, mine de rien, plus interconnecté qu'on ne le croit. L'avoir sur un seul support, c'est donc très important. Paper Mario Origami King, qui lui aussi est plus sympa qu'il n'y paraît, malgré la complexité de ses combats puzzle et malgré le fait que j'en veux à vie à ce moment-là à Nintendo de ne pas reprendre de système RPG pour les Paper Mario, des DLC pour Pokémon Épée et Bouclier qui viennent prendre la place d'une version complémentaire habituelle, une compilation anniversaire Super Mario All-Star à durée limitée dans le temps comprenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, et enfin un tout nouveau Hyrule Warriors, cette fois-ci épisode singulier qui vient raconter les prémices de Breath of the Wild via une histoire alternative. On a des jeux, mais avec moins d'ambition que l'année précédente. La Covid n'a que peu joué sur la quantité et la qualité du catalogue à ce moment-là, pour cette année plus précisément. Et oui, c'est bien Animal Crossing qui a sauvé Nintendo d'un ventre mou tout à fait habituel pour une console normalement arrivée en milieu de génération. À ce moment-là, parce que, encore une fois je le rappelle, mais à ce moment-là, on est censé être en plein milieu de génération. Et c'est pas encore tout à fait le cas. C'est aussi à peu près le milieu de la vidéo, alors j'en profite pour vous rappeler qu'un petit abonnement des familles c'est relou,
Je sais, c'est relou que je vous réclame tout ça, mais ça nous aide de fou. Je sais que vous regardez mes vidéos sans vous abonner, et bande de petits coquins, ça ne se fait pas. Peut-être que c'est enfin le moment de passer à l'acte et de laisser en commentaire un petit « étagère avait raison ». Allez, on reprend. Ok, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est à partir de 2021 que, personnellement, j'ai commencé à ressentir un truc. On arrive sur une fin de génération, encore que, là c'était complètement compréhensible, qu'on veuille temporiser, je veux dire. On était encore dans la période de pandémie, mais ça allait mieux. Cela dit, c'était les conséquences de cette pandémie qu'allaient se faire ressentir. Mais à partir de là, j'ai constamment eu l'impression que ça allait se terminer à n'importe quel moment, qu'on allait enfin passer à autre chose parce que... Ah, ça sentait la fin de génération, hein. Ce qui n'était pas logique non plus. Nintendo le savait, la pandémie a été un formidable second souffle de la Switch, fallait capitaliser dessus. Qui plus est, à bien y réfléchir, réclamer une Switch Pro plus grande, ça avait pas vraiment du sens, hein. Les Joy-Con devaient, quoi qu'il arrive, être compatibles avec toutes les Switch à venir. Avoir un écran plus grand peut poser des soucis, ne serait-ce que pour toute la gamme d'accessoires prévus pour un form factor en particulier. C'est très dangereux de changer le form factor d'une console portable en cours de route. Sans parler de l'architecture en elle-même de la Switch, qui était déjà vieillotte en 2017, et qui était absolument plus produite par Nvidia sur le moment. Peut-être que, plus que sur n'importe quelle autre console, changer quelques composants, ça se serait fait au prix de soucis de compatibilité, ce que ne peut se permettre qu'un changement total de génération. Donc la Switch Pro, mauvaise idée. Il reste donc une option pour quand même diversifier la gamme de la Switch, augmenter la taille de l'écran et donner cette sensation de hardware qui évolue. L'OLED. En 2021, malgré un monde toujours en crise, sort la Switch OLED, un écran un poil plus grand, sans pour autant changer ce qu'on appelle le form factor de la console, avec des contrastes plus propre, une meilleure luminosité et globalement des matériaux plus robustes, comme la petite languette arrière qui permettait de faire tenir la console debout, remplacée sur OLED par un support un peu plus solide, fait de métal. Une belle évolution, je dirais. C'est difficile de repasser derrière l'OLED quand t'es un joueur nomade, même si à titre très personnel, j'aurais quand même préféré voir les Lite aussi se voir greffer d'un écran OLED. Disons que ma Switch elle est plus souvent dockée que nomade. Je trouve l'OLED un poil overkill pour mon utilisation, mais bon, c'est mon problème, hein. Et le flagship de cette console ne sera autre que Metroid Dread. Metroid Prime 4 a beau être dans un beau bourbier depuis son annonce, annulé par Bandai Singapour et confié de nouveau à Retro Studio, tout a été recommencé de zéro et nous ne sommes clairement pas prêts d'en voir un en bout de course. Ça n'empêchera pas Nintendo de dégainer cependant un Metroid 5. Oui, Metroid 5, la suite de Fusion toujours pas Prime, mais Metroid quand même. C'est le studio Mercury Steam qui va s'en charger, après un développement réussi du remake de Metroid 2 sur 3DS, un épisode qui synthétise le gameplay de 2 décennies de Metroid qui se cherchent, pour une proposition qui se stabilise enfin sur les points forts de la série, l'exploration et le sentiment de maîtriser le monde qui nous entoure, sans passer par de l'expérience. Metroid Dread est plus exigeant que les précédents jeux, mais aussi plus beau, plus fun à jouer et offre des sensations de jeu qu'on n'avait pas ressenties depuis au moins Super Metroid. Malheureusement, sur Switch, j'ai un peu vécu Metroid Dread comme le seul jeu d'envergure de toute l'année.
Déjà parce qu'on a encore écumé les fonds de tiroir de la Wii U avec Super Mario 3D World. Heureusement, cette fois-ci on s'est dit que quand même porter bêtement un jeu, c'est quand même plutôt gonflé. Alors on a eu le droit en prime à Bowser Fury, une courte extension qui décloisonne l'expérience Mario 3D World sur un open world franchement bien construit. Petite surprise qui fait plaisir, mais ce serait vous mentir que j'ai pris plaisir à me retaper le Mario 3D World de base. J'ai toujours eu du mal avec 3D World, qui reprend la perspective de 3D Land, mais sans la 3D, qui est dans le titre, je le rappelle. 3D à la base c'est pour l'effet 3D, et qui permettait en fait de mieux appréhender les distances de saut mine de rien. En parlant de fond de tiroir, on a eu le retour d'une licence qu'on n'a jamais eue en Europe avec un remake de Famicom Detective Club, sorti initialement sur NES. Donc ça c'est cool. Par contre, moins enthousiaste à l'idée de taper dans le catalogue Wii, parce que celui de la Wii U se fait de plus en plus petit. Skyward Sword HD, à la place de Wind Waker et Twilight Princess HD, alors qu'il y avait quasiment aucun travail à faire, c'était sur Wii U. Et je l'ai encore en travers de la gorge, même si ce portage m'a permis de me réconcilier avec Skyward Sword, j'ai eu du mal. Bon, on va dire que c'est déjà ça. Par contre, taper dans le catalogue de la 3DS avec Mythopia, je suis désolé Nintendo, mais parfois c'est difficile de vous suivre. Très heureux de savoir que Shin Megami Tensei 5 était toujours en vie. Il est resté un jeu Switch pendant quelques années, tout du moins, avant sa ressortie Vengeance en multiplateforme. Très heureux, oui et non, parce que rétrospectivement, la version Vengeance lui met quand même une sacrée distance à ce pauvre jeu qui, mine de rien, a l'air nettement plus fini sur tous les points. On a également eu le retour de la version 99 avec Pac-Man 99 en partenariat avec Bandai Namco. Nettement moins fun que Tetris. On va dire que le gimmick il fonctionne peut-être un peu moins naturellement avec Pac-Man. Du reste, bon, pas hyper emballé par Mario Party Superstar. On a eu le retour de WarioWare avec Get It Together qui est pas le meilleur des WarioWare. Mario Golf Super Rush, pourquoi pas si on veut, si on aime le golf. On a eu surtout un arc lunaire de 4 Pokémon en l'espace de 11 mois. 4 Pokémon en 11 mois avec New Pokémon Snap qui est... c'est Pokémon Snap, je suis désolé, je peux pas faire semblant. T'es posé sur un rail, tu prends des photos, j'ai jamais aimé Pokémon Snap. Sur Nintendo 64, c'était pas dingo. C'est pas celui-là qui me rendra les dents plus blanches et me fera retrouver l'être aimé. Enfin, l'année fut merveilleusement bouclée par les terribles remakes de Pokémon Diamant et Perle. Les remakes les plus paresseux de la licence ever, qui se payaient le luxe d'apporter plus de soucis qu'ils n'en résolvaient à cause du moteur 3D. Tout en restant bloqué à la 4ème génération de Pokémon, là où les remakes des précédents jeux avaient le bon goût d'au moins se mettre à jour sur la génération en cours. Il nous reste 2 autres Pokémon d'ampleur à venir en 2022. Courage! En fait, pour moi, le seul jeu original qui sort des clous sur cette période, c'était même pas un jeu, c'est un logiciel, c'est l'atelier du jeu vidéo. Dans Nintendo Labo, il y a un programme très sympa qui te permettait de construire et de programmer tes mini-jeux en lien avec les bouts de carton qui étaient fournis. C'était tellement sympa que Nintendo a décidé d'en faire une expérience à part entière, et évidemment beaucoup plus complète. L'objectif, c'est de créer des jeux avec des boîtes de dialogue, sorte d'initiation à la programmation, qui était franchement bien fichue, mais qui demande quand même de mettre un petit peu ses mains dans le cambouis. Le tout sans mascotte phare de Nintendo, ce qui fatalement rend l'expérience un peu plus brute de décoffrage. Mais bien essayé, j'aime beaucoup. Du reste, l'arc de communication de Super Smash Bros va toucher à sa fin, avec un ultime personnage, Sora, qui, avec sa Keyblade, ferme les portes d'un jeu qu'aura tenu en haleine des millions de joueurs pendant 4 ans. C'est pas rien, bravo à lui. Cela dit, l'avenir s'annonce compliqué pour le futur de la Switch. La Wii U n'a plus grand chose à fournir, hormis un ultime Xenoblade. On nous promet Tears of the Kingdom pour 2022, avant qu'il ne soit repoussé en tout début d'année 2023. Et à part un remake d'Advance Wars 1 et 2, on va dire que sur le moment c'est plutôt compliqué. Il y a une ambiance de fin de vie qui s'installe, et les rumeurs persistantes d'un successeur s'amplifient, au point de devenir vraiment désagréable pour l'ensemble des joueurs. Disons que ça force beaucoup sur YouTube, et que l'émulation facile de la console sur PC permet un jeu d'essai différence assez désagréable pour qu'il reste uniquement sur Switch. Pour conclure cette magnifique année 2021, mine de rien plus chargée que ce que je pensais, mise à jour de la proposition Nintendo Switch Online. Le pack d'extensions débarque avec l'émulation des jeux Nintendo 64. Une extension qui fait grimper la facture de l'abonnement avec une myriade de petits bonus dont je vous laisse seul juge ici.
Mais surtout, l'arrivée donc de la Nintendo 64, avec du Zelda, mais pas de Mario, et de la Mega Drive aussi. Et que dire, le Nintendo Switch Online n'était pas déjà la méthode d'émulation la plus efficace. L'arrivée de la 64 a été quelque peu mal prise par les joueurs, de la latence à qui en veut, et des bugs de texture qui font disparaître des éléments, comme les reflets dans l'eau du combat contre Dark Link dans Ocarina of Time. C'est mineur si on veut, mais ça fait un peu serré. Si l'abonnement de base peut se targuer d'être assez accessible, là on paye plus cher pour un service toujours beaucoup trop peu fourni en comparaison de l'offre pléthorique de la Wii, et qui se permet en plus de tout ça de moins bien fonctionner aussi. Ce sera mis à jour, bien sûr, ça ira mieux, mais coup dur quand même, hein. Alors, en théorie, il ne pouvait pas mieux arriver à la licence Pokémon que ce Legend Arceus. On a un clair changement de gameplay, une tentative d'ouvrir le monde de Pokémon d'une manière peut-être un peu différente, avec en toile de fond cette vibe Breath of the Wild Pokémon des fanarts de l'époque 8ème génération. Vous la voyez là, ce mec à vélo qui regarde son monde, le tout renforcé à grands coups de notes éparses, de piano et de paysages à contempler. Sauf que le paysage, je sais pas si je veux encore le contempler. En fait, Legend Pokémon Arceus est tout aussi efficace manette en main, misant à fond sur l'addiction de la capture apportée par son tout nouveau système, qu'il est d'une incroyable mocheté. Pas seulement technique, mais la direction artistique ça va pas, elle y est pas. On essaie de se rassurer un petit peu en se disant que la Switch est clairement à bout de souffle. Preuve ultime s'il en fallait qu'une nouvelle génération arrive. Mais non, elle arrive pas du tout. Le problème c'est Game Freak. Game Freak a un problème, parce que tout juste 10 mois après, c'est carrément la 9ème génération qui sort, toujours sur Switch, et là c'est quand même un peu catastrophique. Et tout pareil, autant ça fait du bien de voir qu'on veut changer d'ampleur d'un Pokémon traditionnel, autant clairement les gars, je suis désolé, vous n'aviez pas le temps de le faire, votre jeu, c'est bourré de bugs, c'est moche comme un pou, et il y a un framerate qui peine à maintenir les 25 FPS, c'est compliqué, faut vraiment aimer les Pokémon pour tenir dessus, hein. Pourtant, encore une fois, ceux qui initient cette génération, Violet et Écarlate, c'est factuellement une très bonne chose. Mais l'exécution, elle est douteuse. Le rythme que s'impose Game Freak et la Pokémon Company y est pour beaucoup. Envoyez de l'aide à ces gens, c'est pas possible, ils ne pourront pas tenir sur la durée comme ça. Je l'ai pas abordé dans cette rétrospective parce qu'on en a déjà fait 2 vidéos sur ces sujets, donc je vous invite à au moins aller voir la chute de Pokémon. Mais sur Switch, on a pu attester d'une mutation de la licence Pokémon qui a, on va dire, changé d'ampleur. Passage d'une licence qui entretient la flamme, toute proportion gardée, à une phase de conquête du monde, peu importe les moyens, en investissant sur mobile mais aussi sur Switch, les générations de Pokémon devenant en réalité l'équivalent de phase du MCU. Le signal top départ d'une belle fournée de produits dérivés dont le segment jeux vidéo n'est finalement qu'un porte-drapeau. Pokémon Unite, Pokémon Sleep, Pokémon JCC Pocket, allez voir les vidéos déjà réalisées dessus, hein. Retour en 2022. On a enfin eu notre Bayonetta 3. Après un teasing tard l'époque en 2017, voici la sorcière de retour pour apporter une conclusion à son histoire. Un jeu qui change les codes de Bayonetta, qui s'offre un moment kaiju également, parce que c'était l'arc kaiju de Platinum Games. C'était un arc qui, par ailleurs, n'aboutira jamais à rien. Un arc qui par ailleurs, n'aboutira jamais, si ce n'est un teaser vague de Super Sentai qui a été avorté entre-temps. N'en attendez rien, tous les cadres de Platinum Games sont repartis chez Capcom entre-temps pour faire Okami 2. Nintendo livre Xenoblade Chronicle 3, je crois que personne ne s'attendait à ce qu'enfin Monolith puisse étendre une histoire sur plus de 2 épisodes, alors écoutez, on prend. On arrête avec ces bêtises de gacha et on troque le fanservice pour un peu moins de fanservice et une histoire résolument plus sombre, avec encore un petit supplément magie vaudou des développeurs pour faire tourner tout ça sur notre bonne vieille Switch des familles. C'était même plus joli que Xeno 2. Franchement, j'y croyais pas. Parce que pourquoi pas, on rempile avec Splatoon 3, histoire de maintenir un jeu live service sans service payant, hormis son futur DLC,
Dans la continuité de la licence Splatoon, maintenant bien installée avec toujours plus de nouvelles armes, de nouveaux vêtements et de modes de jeu. Peut-être cependant est-il arrivé un peu trop tôt dans l'histoire de la vie de la Switch. 2 Splatoon en une seule génération, je vous avoue que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Même pour moi qui adore la licence, j'ai pas autant accroché sur celui-là que sur le 2 malheureusement. Puis bon, soyons honnêtes, vous êtes devenus trop chaud sur ce jeu pour moi. Je retiens de ce jeu pour l'essentiel des soirées à me faire ouvrir en deux par le niveau moyen stratosphérique du mode online. Le moment de l'année, c'était clairement Kirby et le monde oublié. La nouvelle aventure de Kirby qui souhaitait revoir en profondeur son gameplay pour quelque chose de plus ouvert. Toujours des mondes à visiter, mais plus vraiment dépendant d'un plan en 2D. On explore les moindres recoins pour collecter des trucs et des machins mignons, avec une horreur Lovecraftienne en guise de défi final. Oui, on est bien sur un Kirby. Une excellente remise au goût du jour de Kirby, qui fait mouche chez les joueurs aussi, et qui rend assez confiant pour l'avenir de la licence. Vraiment ce jeu, quel banger. Je vais passer vite fait sur Switch Sport, m'en voulez pas, et sur Mario Striker Battle League. Ouais. Non pas que je déteste Nintendo Switch Sport, mais c'est pas trop ma came. Je le range dans les tentatives de convoquer le succès de Wii Sports. Mais bon, c'est pas mon truc, pas trop mon truc. De ce que j'ai cru comprendre, son gros souci c'est sa structure jeu-service, sans les mises à jour régulières que ce genre de jeu demande. Bon, y a pire comme souci, vous me direz. Mais pas le moment pour moi, on va dire. Par contre, Mario Strikers, c'est un gros carton rouge. Si je devais désigner un vrai moment faible de toute l'histoire de la Switch, ce serait celui-là. Convoquer l'esprit de Mario Strikers et tout foutre en l'air à tous les niveaux, ça me termine. Même encore aujourd'hui, ça me termine. Son gameplay à la fois trop technique et trop casu, son matchmaking pourri et son absence de contenu après la sortie, non vraiment la douche froide. Aujourd'hui, j'ai toujours mal, j'en souffre, j'en fais des cauchemars la nuit. Le gros truc auquel personne ne croyait, et pourtant c'est bien arrivé, c'était les DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Oui, encore Mario Kart 8. Voyant le succès ne jamais fléchir, je rappelle c'est indécent ce qui s'est passé avec Mario Kart 8 Deluxe sur cette génération, Nintendo s'est dit, ma foi, pourquoi ne pas sortir encore plus de trucs payants sur notre Mario Kart qui marche bien, histoire de balancer quelques bûches dans le feu de joie. Avec ce nouveau pass d'extension, il nous est alors promis pas moins de 48 nouveaux circuits, portant le total à 96, avec quelques nouveaux personnages bonus, alléchant sur le papier. Les premiers circuits à sortir dans le courant de l'année 2022 jettent un froid. Il y a peu de nouveautés, et des circuits transposés directement depuis l'épisode mobile Mario Kart Tour. Des circuits à peine étirés pour que ça colle à la conduite du... Non, c'est... Heureusement, ça ira mieux plus tard. Je parle pas beaucoup des tiers dans cette vidéo et de ce qu'ils apportent à la Switch, parce que sinon c'est pas 1 heure que la vidéo elle va durer, mais 3, 4, 5 heures, déjà qu'elle est assez velue actuellement, mais en vrai 2022 c'était très fort comme année. Triangle stratégie en exclu temporaire, Mario plus Rabbids, Live Live Remake, Chocobo GP, Chrono Cross Radical Dreamer, Dragon Quest Treasure, bon ok. C'est Square Enix qui tire aussi son fond de tiroir, mais en 2022, il y en a eu pour tous les goûts en fait dans toute l'industrie du jeu vidéo. Aussi, oui, même discours que pour 2017, c'était une année exceptionnelle. Alors les causes sont différentes. Pour 2022, c'est plutôt la conséquence au Covid, puisque tous les projets qui ont été décalés à cause du télétravail de 2020 et 2021 ont eu un petit miracle de développement avec du temps alloué beaucoup plus conséquent, devenant donc des intouchables techniques. Tous les jeux étaient finis, mais dans un même trait de temps, arrivant tous au même moment. C'était un sacré bordel à suivre, un des plus gros embouteillages de toute l'histoire du jeu vidéo. Mais du coup, la Switch elle est morte ou pas? C'est un peu mensonger le titre de partie, mon cher Rico. Il y a toujours cette odeur de fin de cycle qui plane, ça veut pas partir, et c'est terrible en ce moment parce que Nintendo ne dit absolument rien. Ils ont raison, la Switch se vend de fou, mais ça fait long. Peut-être que 2022 c'était le chant d'un cygne qui s'éteint doucement. Advance Wars 1+2 est sorti. Alors je sais ça surprend, je n'en ai pas parlé depuis son annonce, mais
Comprenez, hein, pour lui c'était compliqué. Il était prévu pour sortir l'an dernier, mais en fait, non, OMG, Tana, pas sortable en fait. La guerre en Ukraine qui explose en même temps, c'était pas possible pour Nintendo. C'est l'extrême inverse pour Nintendo qu'avec Animal Crossing. Le timing, il est juste catastrophique. Et c'est dommage, parce que Advance Wars 1+2, c'est vraiment très sympa. C'est une belle relecture d'une licence qu'on avait carrément perdu de vue à cause du succès de Fire Emblem. Et ces reports, plus la sortie en catimini, ça va complètement flinguer les ventes. Advance Wars 1+2 est un échec commercial. Après, dans l'histoire des timings de Nintendo, c'est pas non plus le plus improbable, hein. On a quand même eu une sortie japonaise de la GameCube qui a été calée à un certain 11 septembre 2001. Remake sympa, mais remake quand même, hein. Tâter le terrain pour voir l'état de santé de la console, c'est une chose, mais je sais pas, il y a toujours cette ère de fin de vie qui veut pas s'en aller, avec un enchaînement de jeux tirés de derrière les fagots. Tenez, sur tout 2023, on a eu Kirby's Return to Dreamland, le portage lissé d'un jeu sorti sur Wii, parce que la Wii U, on n'y touche pas, hein, il n'y a plus rien, à part, bon bah, vous savez quoi, hein, mais ce n'est que partie remise. F099, qui veut pousser un petit peu plus loin les jeux 99, parce que pourquoi pas, ça marche mieux qu'un Pac-Man, c'est vrai, mais il n'y a pas la ferveur d'un Tetris. Surtout, ça réclame un autre niveau de réactivité et de skill, qu'à mon sens attire quand même nettement moins quoi qu'on en dise. Hein. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'attarder sur Everybody Want to Switch? Le retour catastrophique de Détective Pikachu, qui réussit l'exploit d'être tellement plus grand public que le premier, qu'il en devient insipide comme pas deux. On a tellement exploité cette pauvre Wii U que c'est tout le reste du catalogue Nintendo qui se retrouve concerné. De la GameCube, avec le retour de Pikmin 1 et 2, porté presque à la frame près hein, sur une version Switch, le remaster de Metroid Prime, excellent au demeurant, mais qui est jamais que le retour encore d'un jeu GameCube, Baton Kaitos 1 et 2, si l'on doit citer des tiers, oui, si on veut. Ou encore carrément Super Mario RPG, le remake d'un jeu Super Nintendo en 3D. Magnifique, hein, qu'on a techniquement jamais eu en Europe, mais qui n'est encore qu'un remake / portage. Je pourrais citer WarioWare Move It aussi, avec beaucoup de mauvaise foi, comme tellement dans la lignée de Smooth Move, qu'il en est presque un portage. Mais comme il n'a pas le bâton de style, le voilà épargné. Oh, bien sûr, le catalogue de Nintendo Switch Online va s'étoffer un petit peu plus. Tous les abonnés ont maintenant accès au catalogue Game Boy et Game Boy Color, avec un catalogue de titres toujours aussi aléatoires composés d'évidences comme Mario Land, Metroid 2 ou Link's Awakening, et de trucs un petit peu plus niche. Double fournée pour les abonnés du pack additionnel avec l'arrivée de jeux Game Boy Advance. Dans un cas comme dans l'autre, le souci demeure la très faible sélection des jeux. Pas du tout représentatif de la richesse des catalogues respectifs. Les grosses nouveautés de 2023 commencent à paraître bien faibles au regard des précédentes années. On a eu un nouveau Fire Emblem en sponsor avec Signal B, le dentifrice. Non, cette information est fausse. Mais on a eu un nouveau Fire Emblem. Hein. C'est Engage. C'est un peu la version best-of des Fire Emblem avec le retour de beaucoup de têtes connues de la licence Fire Emblem, avec pour héros signature ce mec ou cette meuf aux cheveux bigou, menthe et fraise. J'ai pas des masses accrochées à la proposition un poil moins ambitieuse que ce qu'on avait eu jusque-là. Un peu cet arrière-goût de Fire Emblem pour patienter. On a eu Bayonetta Origins, qui est la préquelle à Bayonetta, une préquelle que personne n'avait jamais demandé, et qui se paie le luxe d'être plutôt bon. De moindre envergure évidemment qu'un Bayonetta standard, qui ne se joue pas du tout pareil, et qui adopte un ton ésotérique / conte de fées qui lui va plutôt bien en fait. Hein. On retiendra surtout de cette année Pikmin 4, Super Mario Wonder, Tears of the Kingdom, qu'aura pris bien son temps pour arriver mais qui est là. Ainsi tous les Pikmin sont sur une seule et même console. Alors j'ai beau jouer les aigris avec mes histoires de portage plein pot, parce que oui, ils sont plein pot, mais en vrai c'est cool de se dire qu'on n'a pas à changer de console pour découvrir toute une licence. C'est bien, sauf pour Zelda, hein. Il n'y a toujours pas Zelda Twilight Princess ni Wind Waker HD. Et le 4e épisode se paie en plus le luxe d'être l'un, si ce n'est le meilleur épisode de la série. Il est bien construit, il y a du challenge, une tonne de contenu à déverrouiller. Non franchement jouez-y, c'est bien. Hein. Zelda Tears of the Kingdom, c'est le gros carton de l'année, avec son démarrage en trombe qui fait vendre des Switch comme des chocolatines. Une suite directe à Breath of the Wild qui, loin de se reposer sur ses lauriers, sait brouiller les pistes de la réutilisation d'assets et d'environnement pour créer quelque chose de neuf. C'est la maxime de la technologie obsolète pour créer de nouvelles expériences si chères à Nintendo, transposées directement en un jeu vidéo. Tout le monde parlait de suite qui fait passer Breath of the Wild pour un brouillon. Ce
Ce avec quoi je ne suis que partiellement d'accord. C'est vrai qu'il y a cette sensation au tout début, mais l'appréhension de l'exploration elle est tellement différente d'un jeu à l'autre qu'on en retire pas tout à fait la même expérience, hein. C'est difficilement comparable à mon sens. L'un est plus dingo que l'autre. Ça par contre c'est sûr. Super Mario Wonders. Après coup c'est vraiment le jeu dont avait besoin la licence Super Mario, en tout cas pour son versant 2D. Rester Mario, mais changer un peu tout en fait, on va tout changer. Laisser le temps d'accomplir un niveau, changer complètement la direction artistique pour référencer la sortie du film de Super Mario, tant qu'à faire. Et surtout, apporter un grain de folie qu'avait perdu les New Super Mario Bros. Un véritable vent de fraîcheur qu'apporte Super Mario Bros. Wonder qui va plaire aux joueurs. La machine des Mario 2D est enfin relancée. On a aussi eu la conclusion au nouveau pass d'extension de Mario Kart 8 Deluxe, parce que ça y est, enfin, le jeu a terminé son exploitation. La vague 6 permet au jeu de faire tenir 96 circuits sur une seule cartouche et toute une tripotée de personnages supplémentaires. Et autant les premiers circuits étaient assez honteux, c'est un fait, autant ce qui est arrivé sur les vagues suivantes, c'est assez magistral, hein. Allez, je me lâche, Mario Kart 8 Deluxe est devenu entre-temps mon Mario Kart préféré, bravo tout le monde. Oh, des jeux, il y en a eu, hein, beaucoup, mais... du mal à m'enjailler, hein. Je vais citer Bilbon Saké. À ce moment, c'était vraiment la tartine trop grande pour la noisette de beurre qui était trop petite. Et on est qu'en 2023. Je sais, ça se vend, c'est quali, mais le hardware est vieux, les jeux sont vieux, et Internet est beaucoup trop chaud bouillant sur le sujet de la Switch 2 dès 2023. Ça fait un cocktail assez désagréable pour une console qu'on sait que c'est la fin, hein. Ça y est, c'est terminé. On a les chiffres, hein. Le Prime, il est derrière, ça se calme. On le sait que la Switch deviendra la console la plus vendue de tous les temps, forçant Sony à réviser les chiffres de la PS2 en catimini. Mais pourquoi tant de rétention ? Peut-être que cette fois, 2024, ce sera la fin. Pas du tout. Increvable cette console, je vous le dis, hein. Et pourtant, c'est pas l'année la plus fun de Nintendo non plus. On a aucun gros jeu en vue. Tears of the Kingdom sera donc effectivement le dernier AAA de la console. Cette année, elle est finalement celle d'une fin de vie de console qui vivote ponctuellement, essaie des trucs pour voir si ça peut marcher à l'avenir et qui capitalise surtout sur un catalogue de jeux déjà existants. Il y a peut-être bien quelques surprises cette année, de moindre ampleur, c'est vrai, mais des surprises quand même. Zelda Echoes of Wisdom qu'offre une belle perspective en termes de jeu Zelda en 2D. Outre le changement de personnage, on est pour une fois vraiment sur la légende de Zelda, c'est toute l'ingéniosité de la duplication d'items qui fait la force du jeu. Non linéaire et complètement broken par moment, on retrouve l'esprit d'un Breath of the Wild dans l'exploitation de mécaniques de jeu appliquées à une formule en 2D. Le gros souci du jeu étant sa forme plus que le fond. Les menus deviennent vite un fouillis sans nom, forçant en réalité le joueur à exploiter toujours les mêmes types d'objets. Tiens, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans d'autres productions Nintendo. Les menus mal faits. Je vous avoue que quand j'ai vu l'écran de sélection des personnages de Mario Kart World, où j'ai eu des flashbacks de Echoes of Wisdom. Assez inattendu aussi, c'est peu après la réactivation de Famicom Detective Club, l'arrivée d'un petit nouveau dans la franchise avec Emio, l'homme au sourire, un visual novel d'enquête qui emprunte à l'horreur et au thriller, qui est très sympathique, hein. Ça reste un VN, hein. Soit pas le genre de jeu le plus plébiscité, mais très cool quand même. Super Mario Jambon-Riz, allez, pourquoi pas. D'autant plus que le jeu se dote d'un mode solo plutôt costaud, avec peut-être bien l'une des propositions Mario Party qui se base le moins sur l'aléatoire qu'avant. J'en ai pas parlé, mais bon sang, Super Mario Party, mais quelle horreur sur ce point. On a eu le retour de Mario et Luigi, ça aussi c'était inattendu, avec l'épopée fraternelle. Retour de la licence après le décès de ses développeurs originaux, Alpha Dream, un épisode qui fonctionne, un poil trop long si vous voulez mon avis, terriblement bavard, qui souffre plus du fait que... Waouh, 3 Mario RPG en un an, c'est pas un peu beaucoup? Non, parce qu'on a aussi eu un remake de Paper Mario La Porte Millénaire. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Je reviendrai pas sur le fait qu'on siphonne un peu plus le catalogue GameCube, encore, mais entre Super Mario RPG quelques mois avant, la sortie assez rapprochée de Paper Mario La Porte Millénaire et de Mario et Luigi, ça fait un peu doublon. C'est bien, hein. Les licences, elles sont pas mortes, mais peut-être qu'étaler un petit peu plus tout ça aurait permis de mieux s'y retrouver. Surtout bazarder de cette façon, en fin de vie de console, je trouve que c'est vraiment jeter les jeux en pâture. Tant qu'on est dans Mario, on a eu beaucoup de Mario.
pas vraiment du Mario, mais dans la veine, Princess Peach Showtime est sorti en 2024. Probablement dans la veine de la sortie du film aussi, avec le redesign de la princesse. Petite douche froide par ici. Je m'attendais à quelque chose peut-être d'un peu plus proche de Super Princess Peach sur Nintendo DS. Les émotions remplacées par les costumes, mais bah... pas vraiment, hein. C'est trop simpliste. Trop pour ce qu'on s'imagine être des jeunes joueurs incapables de jouer à des jeux trop compliqués. Ce qui est un abus de conception. Complètement un abus de conception. Les plus jeunes sont tout à fait capables de jouer et de comprendre des jeux aux mécaniques un peu plus avancées. On a eu un retour de Mario vs Donkey Kong, remake du jeu sorti sur Game Boy Advance, un jeu dans lequel Donkey Kong a volé des mini Mario, faut les sauver, mais pas un platformer traditionnel, plus dans un jeu de réflexion avec plein de petites énigmes par niveau. C'est très sympa sur Game Boy Advance, c'est toujours sympa sur Switch, mais c'est encore un remake. Donc on y est, la compilation d'Another Code Recollection, ça volait pas très bien haut, je suis désolé. Je me demandais comment se passaient des gimmicks des jeux originaux sortis sur NES et sur Wii, et... bah ils y arrivent pas, hein. Ils y arrivent pas du tout. C'est moins fun qu'à l'époque. On a eu le droit à la suite d'Endless Ocean, Endless Ocean Luminous, qui est tout à fait dans la veine d'Another Code Recollection. C'est le même, en moins drôle, avec 12 000 trucs à récupérer, et c'est juste pas drôle, mais alors pas du tout. Luigi's Mansion 2 Dark Moon, refait sur Switch, parce que pourquoi pas. Le même qu'avant, évidemment, à peu de correctifs près. Toujours aussi court, mais cette fois-ci la grosse nouveauté, c'est la tarification du jeu à 60€, prix de base conseillé, parce que quitte à siphonner le catalogue de la 3DS, autant y aller à fond. Et les ventes chutent. Et c'est normal, hein, on le sait, la Switch 2, elle arrive à ce moment-là. Évidemment que les grosses cartouches de Nintendo, elles attendent la prochaine console. Mais reste quand même cette impression que cette fin de vie a beaucoup trop duré. Toute proportion gardée encore une fois, hein, tout ça. Bon, je vous l'avoue, j'ai joué l'effronté avec mes titres, laissant sous-entendre qu'on était dans l'attente depuis 2022 au moins d'une nouvelle console, d'une nouvelle itération de cette même Switch. Si on prend du recul, on voit bien que, bon, il y a dû avoir des plans chamboulés par la Covid, très clairement. La Switch 2 aurait dû arriver plus tôt, et un changement de stratégie s'est opéré en cours de route en fait. Hein. Mais si on met de côté cet état de fait, le gros souci de la console à ce moment-là, c'est qu'elle a trop bien marché. C'est évident qu'on va temporiser l'arrivée d'un nouveau modèle quand la console actuelle fonctionne à ce point aussi bien. Surtout, le fait de sortir beaucoup de jeux de moindre envergure était aussi très malin de la part de Nintendo. Déjà parce que ça fonctionne quand même, et surtout que le seuil de rentabilité d'un jeu arrive beaucoup plus vite sans avoir besoin de vendre des dizaines de millions de copies. On temporise, certes, mais on temporise bien. Au fond, il y a bien que des mecs comme moi qui râlent à la fois sur le hardware vieillissant de la console et sur l'ambition des jeux proposés ces 3 dernières années. Parce que si t'es juste un joueur lambda ou une joueuse lambda, non, c'est sympa, je crois. Et ouais, je pense qu'on a, moi et beaucoup d'autres créateurs de contenu, une grosse part de responsabilité dans notre propre impatience et dans celle qui est donc véhiculée auprès du public. Partager des leaks et de fausses informations autour de consoles hypothétiques, ça n'a pas aidé à garder les idées froides. Bien. La rétrospective touche enfin à sa fin. 2025, c'est l'année pendant laquelle cette vidéo a été écrite. La Switch 2, elle a été présentée en avril 2025 et teasée un petit peu avant, pour être honnête, même leakée encore avant, mais ça c'est encore une autre histoire. Pourtant, comme en 2017, on est loin d'en avoir terminé avec la console actuelle. Déjà parce que quelques jeux sont sortis et ou vont sortir cette année sur cette console, que ce soit d'ailleurs en cross-génération ou non, amélioration visuelle à la clé ou pas. Metroid Prime 4 par exemple, il sortira enfin cette année. Il se montre comme un très gros jeu de la Switch 2, affichant fièrement ses 4K 60 fps ou 1080p 120 fps, mais il s'agit bel et bien avant tout d'un jeu qui sort aussi sur Switch, tout comme Legend Pokémon ZA, présenté un petit peu avant sur Switch, qui aura le droit à une rehausse graphique sur Switch 2, mais qui est toujours prévue sur la première. Bon courage d'avance à tous ceux qui se contenteront de lancer la version originale, parce que de ce qu'on a vu, ça risque de piquer. Déjà que le jeu ne semble pas bien beau sur la toute nouvelle console de Nintendo, alors sur la Switch 1... courage, Il y a des petits malins qui ont trifouillé les fichiers de Xenoblade Chronicle X, qui est enfin sorti sur Switch cette année. Enfin, le catalogue de la Wii U est dépouillé,
Enfin, il manque encore Star Fox et Nintendo Land, hein, si on veut être rigoureux, mais on a presque tout. C'est bon, le respect de la Wii U, il a entièrement disparu. Et du coup, ces petits malins, je disais, ils ont vu que Xenoblade Chronicle X pourrait supporter le 60 FPS en cas de configuration plus musclée, affichant au passage une certaine volonté de pousser des jeux vers une certaine transition de hardware en douceur, à défaut de mettre entièrement à jour tout le catalogue Nintendo Switch. On a aussi eu le droit à un autre portage Wii, avec Donkey Kong Country Returns, comme ça, tout pareil, hein. Tous les Donkey Kong Country modernes sont sur une seule et même console, plus besoin de s'inquiéter. Maintenant, ça s'agirait de réfléchir à en faire d'autres, hein. Des Donkey Kong Country, je veux dire. Hein. Ce que Returns m'a confirmé, c'est qu'il s'agit surtout des meilleurs jeux de plateforme 2D de chez Nintendo. Ah, je suis content de voir Bonanza, c'est pas le propos, c'est juste pas le même délire, hein. Et je suis sûr que d'ici à la fin de l'année, on aura le droit à d'autres jeux exclusifs à sortir sur les deux consoles. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'a confirmé sans l'affirmer le Nintendo Direct paru quelques jours avant la présentation de la Switch 2, Tomodachi Life ou Rhythm Paradise. On le sait, ça tournera mieux sur Switch 2, mais ce sont bel et bien et surtout des jeux Switch 1 prévus pour débarquer jusqu'en 2026, assurant ainsi la continuité d'un parc de plus de 150 millions de consoles sur au moins les 2 prochaines années. Et des features comme le Game Share apporté dans la version 20.0 de la console vont également dans ce sens, permettant aux joueurs de la première Switch de, malgré tout, pouvoir jouer avec des possesseurs de Switch 2. Une transition en douceur pour amener le public gentiment mais sûrement vers la nouvelle console. En espérant qu'il fasse quelque chose pour l'eShop entre-temps, hein. Tant que j'y suis, on va peut-être revenir sur notre petite remarque de début de vidéo à propos de l'eShop. Vous en dites quoi? Quand je disais que c'était cool au début, parce que visuellement ça fonctionnait, que les indés s'y retrouvaient beaucoup et tout, bon, oui, la scène indé a beaucoup porté la Switch, au point que Nintendo leur laisse avec le temps un encart via les Indie Showcase. Mais la vérité c'est que ça s'est très vite détérioré. l'eShop fonctionnait du moment qu'il y avait peu de jeux. Mais le catalogue il va se remplir avec plein de jeux nul, on va dire, et ça va devenir une catastrophe de naviguer dans l'eShop, au point que je suis sûr que si Nintendo conserve un parc de jeux physiques vendus bien supérieur à ce qui se passe chez la concurrence, c'est aussi en partie à cause de l'eShop de la Switch. Non mais regardez comment ça rame, c'est juste pas possible. Ça et la tarification des jeux first party qui ne prennent que 20% de réduction grand max lors des soldes de l'eShop. C'est pas le sujet encore une fois, mais décidément Nintendo, si vous voulez sauter le pas du tout numérique, il va falloir revoir votre manière d'envisager la tarification de vos jeux. Depuis la mise à jour 20.0, l'eShop il est devenu rouge pour se mettre aux couleurs de la Switch 2, et j'espère que le gain de puissance de la future console va arranger les choses, mais bon, je vous avoue j'y crois moyen, hein. Il faut un vrai retravail de l'interface, tout recoder, parce que c'est pas possible, hein. À terme on risque de se retrouver sur Switch 2 avec strictement le même problème, surtout si on dégaine tous les jeux de l'ère PS4 dessus. La Switch, c'était une sacrée console mine de rien, hein. Je pense que c'est ma console préférée Nintendo ever. Il y a eu tellement de choses dessus, c'était plein de bons moments. Peut-être qu'on a un peu trop tiré sur la corde des fonds de tiroir, des remakes et autres portages. Peut-être bien que par moments, ça a commencé à se sentir que Nintendo avait un ventre mou. Mais la qualité et la quantité globale sur ces 8 ans d'exploitation, force est de reconnaître qu'elle est juste dingue, hein. Cette console a apporté une nouvelle manière d'envisager le jeu vidéo partout, tout le temps. Avec des compromis techniques, c'est vrai, mais tellement de confort que ça en est indécent. Elle a de mon côté parfaitement rempli son rôle. Elle m'a touché là où il faut. Moi, trentenaire, parent qui a de moins en moins de temps à consacrer à du jeu vidéo, parce que ce temps, fondamentalement, je l'ai toujours mis bout à bout. 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là. La Switch m'a fait me rendre compte que le souci principal auquel je me suis heurté dans ma vie de tous les jours, c'est surtout des difficultés pour aménager mon temps. Allumer le PC, lancer Steam, allumer la télé, allumer la Play, ça demande du temps et un effort que la Switch a totalement effacé par l'instantanéité du processus de jeu. J'allume la console, je lance un jeu, je joue. Je commence sur télé, quelqu'un d'autre veut jouer, je cède la place, pas de problème, je joue sur mon canapé, ça se fait en une seconde. Le tout renforcé par son form factor discret, léger, qui malgré la taille plus imposante qu'une Game Boy, permet malgré tout encore une utilisation nomade tout à fait viable, contrairement à un Steam Deck nettement plus imposant, par exemple. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, mais au fond, avouez que le concept il est parfait. Je ne me voyais pas en changer avec un saut de génération. Moi je voulais une Switch plus musclée. Et en soi, c'est tout ce que j'aurai avec la Switch 2. Maintenant, on est d'accord, la question de la tarification, ça vient un peu gâcher la fête.
N'hésitez pas à me faire votre petit retour post-mortem de la Switch, vos jeux préférés, vos moments, vos souvenirs. On a tous eu une expérience différente et je suis prêt à recevoir toutes les critiques du monde, du moment que c'est fait dans le respect. Genre, je me doute que j'ai survolé beaucoup trop de jeux, notamment du côté des tiers, hein. On est déjà sur une grosse vidéo, j'ai dû faire des choix pour finalement me concentrer sur l'essentiel. Donc allez-y, citez-moi vos jeux, citez-moi vos grands souvenirs sur cette console mémorable. Un grand merci à toutes et tous pour le soutien, j'espère que ce très long format vous aura plu malgré tout. Merci aux patriotes, toujours là, toujours debout. Si ça vous plaît, j'ai évidemment d'autres longs formats en réserve à vous proposer. Je peux notamment aller déterrer des projets que je vous avais promis de longue date et qui pourraient sortir d'un coup d'un seul, avec tous les épisodes. Hein ? N'hésitez pas à me faire remonter vos remarques aussi, parce que peut-être qu'il y a des problèmes de rythme, tout ça. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Pensez à laver vos slips régulièrement. C'était Ico. Ciao !